voyage vers la guérison. Lorsqu'on se retrouve pris au piège de la dépression, c'est comme être englouti dans un abîme sans fin, une obscurité oppressante qui nous étouffe et nous laisse désespérément chercher la lumière. C'est une lutte contre l'inconnu, une bataille où l'on se sent désarmé, ne sachant pas par où commencer à trouver la voie de la guérison. Je vais vous plonger au cœur de mon propre voyage, vous faire ressentir les émotions qui m'ont tourmenté et vous montrer comment j'ai finalement triomphé de la dépression pour redécouvrir l'amour et le bonheur qui semblaient perdus à jamais. Au fil de cette histoire, je partagerai avec vous les ténèbres qui ont assombri ma vie, mais surtout la lumière qui a fini par briller à travers les nuages, illuminant le chemin vers la guérison et la rédemption. Je m'appelle Johanna. Mon mari Aurélien a croisé ma route pendant mes années d'études et entre nous, c'était un amour passionné qui a pris racine. 3 ans plus tard, nous avons scellé notre union par le mariage. Et très rapidement, la joie s'est emparée de nous lorsque j'ai découvert que j'attendais notre précieuse Cathy. Mon désir de fonder une famille nombreuse brûlait en moi, mais Aurélien, lui, ne voulait pas d'autres enfants. Il expliquait que son enfance au sein d'une famille nombreuse avait été difficile, où le partage était roi, mais la satisfaction rare. Ses souvenirs l'avaient marqué et il ne souhaitait pas répéter cette expérience. Mon cœur aurait souhaité une fratrie de 4, mais par amour pour lui, j'ai consenti à cette décision. Après 10 ans de mariage, les questions de ma famille se sont faites de plus en plus pressantes. Ils se demandaient pourquoi nous n'avions pas eu d'autres enfants. Pourquoi nous n'avions pas offert à Cathy un petit frère ou une petite sœur. Les pressions étaient fortes, mais j'ai tenu bon. J'aurais tant aimé élargir notre famille, mais j'avais accepté la décision d'Aurélien. J'ai répondu à ma famille que Cathy était tout ce dont nous avions besoin, que mon mari et moi, nous préférions nous concentrer sur nos carrières pour l'instant. Nous étions encore jeunes, et le temps serait notre allié pour envisager une nouvelle addition à notre famille lorsque le moment serait venu. Lorsque Cathy a célébré ses 15 ans, ma famille et mes amis ont commencé à me suggérer avec insistance d'agrandir notre famille sans tarder, de ne pas attendre que je sois trop âgée. Pourtant, je trouvais toujours des excuses, disant que Aurélien et moi étions parfaitement heureux à 3, que notre vie nous comblait déjà pleinement. Mais au fond de moi, des émotions contradictoires me tourmentaient. D'un côté, je voulais croire en l'inébranlable amour que Aurélien avait pour moi, persuadé qu'aucune force ne pourrait nous séparer. C'est pourquoi je me tenais à sa décision de ne pas avoir d'autres enfants, même si cela suscitait une tempête d'émotions en moi. Nous continuions notre routine quotidienne, moi, dans une douce ignorance de ce qui se tramait en secret. À mon insu, Aurélien avait entamé une liaison avec une collègue de travail, et leur relation avait pris un tournant inattendu lorsque cette femme avait découvert qu'elle était enceinte. Chaque mois, ils se rendaient tous les deux discrètement à l'hôpital, laissant derrière eux un voile d'ombre sur leur véritable vie. Le moment où j'ai enfin percé ce sombre mystère restera à jamais gravé dans ma mémoire. C'était un soir où je suis rentrée plus tôt du travail, attirée par un message laissé sur le répondeur. Quand j'ai appuyé sur lecture, une voix féminine s'est élevée, douce mais chargée de révélations. Elle parlait à Aurélien, lui disant de penser à prendre des jours de congé car la date de l'accouchement de leur enfant approchait. D'abord, j'ai pensé que c'était une erreur, une confusion absurde. J'ai réécouté ce message à maintes reprises, espérant en vain que je m'étais trompée, que ce n'était pas destiné à Aurélien, mon mari. L'attente angoissée, remplie de doutes et de tourments, s'est étirée jusqu'à ce que Aurélien franchisse enfin la porte. D'une voix tremblante, je lui ai fait écouter ce message qui avait bouleversé ma réalité. Les aveux d'Aurélien n'ont pas tardé, confirmant l'impensable. Il a confessé sa liaison avec sa collègue, sa paternité imminente. Cette révélation brutale a provoqué un choc en moi, m'engloutissant dans une vague de douleur et de confusion si profonde que j'ai perdu connaissance, submergée par l'ampleur de la trahison. À mon réveil, ma vision au corps trouble, je découvris toute ma famille réunie dans le salon, un tumulte d'accusations fusant en direction d'Aurélien. Leur visage était un mélange indistinct de colère et de déception, se mêlant dans mon esprit embrumé. Ma fille Cathy vint me serrer dans ses bras, inquiète de mon évanouissement. Elle me demanda doucement pourquoi j'avais perdu connaissance, et j'ai dû lui expliquer que la révélation brutale avait provoqué un choc si intense que je n'avais pas pu le supporter. Des larmes coulaient le long de mes joues, témoins de la douleur et de la confusion qui m'assaillent.
Aurélien s'approcha alors de moi, les mots empreints de regret et de tristesse. Il m'assura qu'il m'aimait toujours profondément et qu'il n'avait jamais eu l'intention de me tromper. Il avoua que, en tant qu'homme, il avait succombé au charme de cette femme, une faiblesse qui l'avait conduit à cette terrible erreur. Ses paroles étaient empreintes de regrets sincères, mais il reconnut aussi que les conséquences étaient désormais inévitables. La femme attendait leur enfant et il devait assumer ses responsabilités envers elle et l'enfant à naître. Dans un souffle apaisant, Aurélien me rassura qu'il ne divorcerait pas, que je resterais sa femme légitime. Toutefois, il expliqua que l'autre femme occuperait un rôle différent, celui de sa maîtresse. Un coup de poignard, c'est ainsi que j'ai ressenti cette révélation. Une douleur profonde et déchirante qui s'est enfoncée droit dans mon cœur. Face à Aurélien, j'ai articulé les mots avec une émotion palpable, lui disant que je ne pouvais pas concevoir une vie où je devrais partager mon mari avec une autre femme, une existence que je ne pourrais tout simplement pas endurer. Cependant, Aurélien restait inflexible dans sa décision. Devant notre famille réunie, il a affirmé qu'il était prêt à assumer ses responsabilités envers cette femme et l'enfant à naître, que cela me convienne ou non. Ces mots résonnaient dans la pièce. Il nous a confié, à moi et à notre famille, l'étendue de ses sentiments, affirmant qu'il m'aimait sincèrement. Cependant, il a également été clair. S'il ne pouvait pas me forcer à accepter sa décision, et si je choisissais de partir, il ne me retiendrait pas. C'était à moi de décider, de choisir le chemin que je voulais emprunter dans cette tourmente émotionnelle. En larmes, ma voix trahissant ma douleur, j'ai lancé à Aurélien. « Aurélien, comment peux-tu être si impitoyable envers moi? Tu m'as persuadé de ne pas avoir d'autre enfant, et j'ai dû garder cette douloureuse vérité cachée à toute la famille. Maintenant que tout le monde est réuni ici, ils vont enfin découvrir la réalité. Sais-tu à quel point j'avais envie d'avoir des enfants? Par amour pour toi, j'ai accepté ta décision. J'ai dissimulé cette vérité à tous. Et aujourd'hui, tu attends un enfant avec une autre femme? » Les larmes continuaient de couler, mélange de trahison et de désespoir. Aurélien m'a répondu d'une voix tendue. « Je t'ai déjà tout expliqué, Johanna. Je t'ai dit que je t'aimais toujours, que je ne voulais pas te quitter. Mais c'est toi qui refuses d'accepter. Écoute, je vais te donner du temps pour réfléchir. Je veux seulement que tu comprennes que si tu décides de divorcer de moi, tu ne trouveras personne d'autre qui t'aimera autant que moi. Alors réfléchis bien. » Dans un élan d'émotion, j'ai rétorqué que je n'avais pas besoin de réfléchir, que personne ne pourrait supporter une vie où il fallait partager son mari. Je lui ai dit que si son amour pour moi était sincère, il devait renoncer à cette autre femme. J'ai proposé que nous assumions financièrement la responsabilité envers l'enfant, que j'étais prête à lui pardonner sa trahison pour préserver notre mariage. Mais Aurélien m'a fait comprendre qu'il ne pouvait pas renoncer à cette femme, qu'il désirait nous avoir toutes les deux. Alors, dans un ultime acte de douleur et de résignation, j'ai décidé de divorcer. Si Aurélien ne pouvait pas renoncer à cette autre femme, cela signifiait pour moi qu'il aimait plus que moi, une vérité déchirante qui m'a poussée à prendre cette décision. Après notre séparation, une douleur dévastatrice s'est emparée de moi, une souffrance indescriptible qui a pris possession de mon cœur. Je ne pouvais plus rien avaler, chaque bouchée se transformait en un amas de nausées, m'obligeant à rejeter tout ce que je tentais de manger. Mes journées se sont transformées en interminables séjours au lit, une fatigue accablante me clouant à la chambre, m'empêchant même de me lever pour aller au travail. À cette époque, j'étais loin de comprendre que j'étais tombée dans les abysses de la dépression. Les raisons de ma maladie, de cette fatigue accablante, de mon incapacité à manger, m'étaient inconnues. Les médicaments semblaient impuissants face à cette douleur lancinante qui me dévorait de l'intérieur. Si seulement j'avais su à l'époque ce qui me tourmentait, j'aurais pu consulter un spécialiste, amorcer mon processus de guérison bien plus tôt. Cependant, c'était la première fois que je faisais face à cette maladie. Au bout de 2 mois, j'ai perdu mon emploi en raison de mes nombreuses absences. C'était un déchirement, un moment où j'ai dû annoncer à ma fille Cathy, avec un profond regret, que je ne pourrais plus subvenir aux besoins de notre logement. Cathy, âgée de seulement 16 ans à l'époque, se sentait totalement démunie face à cette situation déchirante, à s'accrocher à notre maison, ne voulant pas la quitter. Mais je devais lui expliquer que même si je trouvais un moyen de rester, chaque coin de cette résidence était chargé de souvenirs qui me tourmentaient profondément, une douloureuse mélancolie qui me rongeait.
Je lui ai expliqué que notre unique option était d'aller vivre temporairement chez mon frère et ma belle-sœur, qui, heureusement, ont accepté de nous héberger. C'était une période de notre vie marquée par la douleur, l'incertitude et le changement radical de notre quotidien. Mon frère et ma belle-sœur, parents de 3 enfants, vivaient dans une petite maison. Leurs 2 chambres étaient déjà occupées, ne laissant qu'une petite pièce transformée en débarras, imprégnée d'une odeur moite et désagréable à cause des dégâts antérieurs et des murs humides. C'était notre unique refuge. Cathy et moi, au fil des jours, l'atmosphère devenait insoutenable. Nous ne pouvions plus supporter l'odeur. Mon frère a alors pris la décision de nous installer dans leur salon, une solution qui s'est révélée inconfortable. Le salon était le point de passage constant et le cœur de la vie familiale, ce qui rendait difficile pour ma fille de se concentrer sur ses études. Dans un dernier recours, j'ai dû demander à mon frère de nous laisser habiter dans son garage, car je n'avais tout simplement pas les moyens de louer un autre logement. La culpabilité m'étreignait, me rongeait à cause de mon état de santé défaillant. Je ne pouvais que demander pardon à Cathy pour cette situation éprouvante. Ma fille, tentant de me réconforter, exprimait son désir de trouver un travail dès ses 18 ans pour contribuer à la recherche d'un logement pour nous 2. En la serrant dans mes bras, je lui répétais que ce n'était pas à elle de travailler, que c'était ma responsabilité et que je m'efforcerais de guérir, de rétablir notre vie dans un environnement plus stable. Les émotions étaient à leur comble, un mélange de chagrin, de détermination et d'amour inconditionnel qui nous unissait dans cette épreuve. Au fil des jours, je demeurais clouée au lit, prisonnière d'une apathie implacable. Chaque matin, à mon réveil, une lueur fragile d'espoir naissait dans mon esprit, une intention vacillante de me lever, de partir à la recherche d'un emploi. Pourtant, dès que mes pieds touchaient le sol, une lassitude accablante me submergeait, évanouissant toute envie de quitter ma chambre. Un poids écrasant pesait sur mon cœur, me poussant finalement à retourner dans mon lit. Le cycle se répétait inlassablement, chaque journée se confondant avec la précédente dans cette morne routine. Ma fille, témoin de mon état de désarroi, m'a un jour conseillé de chercher de l'aide auprès d'un professionnel de la santé mentale. Elle avait une amie dont la mère avait traversé une situation similaire et qui avait réussi à se rétablir grâce à la consultation d'un psychologue. Pourtant, j'ai répondu d'un ton catégorique que cela ne servirait à rien de consulter des spécialistes, qui ne sauraient pas appréhender l'abîme dans lequel j'étais plongée, que même le médicament semblait rester impuissant. Malgré les supplications de ma fille, j'ai obstinément refusé. Au fond de moi ne subsistait qu'un unique désir, celui de disparaître. La vie avait perdu toute saveur à mes yeux, engloutie par une tristesse profonde et insurmontable. Une tourmente émotionnelle me submergeait, m'entraînant dans un tourbillon d'abattement, de désespoir et de solitude. Les mois s'écoulaient et mon état ne montrait aucun signe d'amélioration. Un matin, devant le miroir, je me suis confrontée à une image terrifiante. J'avais l'air d'un zombie, une version méconnaissable de moi-même. C'était un choc dévastateur, une preuve visuelle de l'ampleur de ma souffrance. Cependant, cela m'était égal, car ma vie n'avait plus de sens. J'attendais juste la mort. La maigre pension qu'Aurélien versait pour Cathy représentait une bouée de sauvetage, mais nous devions en utiliser la moitié pour contribuer aux factures de la maison de mon frère, et le reste était dédié aux besoins essentiels de Cathy. Cette situation de dépendance ne pouvait plus perdurer. Alors, à ses 18 ans, Cathy a entrepris en silence la recherche d'un emploi. Dès qu'elle a obtenu son baccalauréat, elle s'est lancée dans le monde du travail, sans m'en avertir. C'est à l'occasion de sa première paye qu'elle m'a révélé sa décision de travailler. D'une voix tremblante d'émotion, elle m'a murmuré « Maman, j'ai terminé le lycée, mais je n'irai pas à l'université. J'ai déjà commencé à travailler. C'est juste un emploi en usine, mais ça paye assez bien, maman. Dès que j'aurai économisé suffisamment, nous pourrons partir d'ici, et je prendrai soin de toi. » Les yeux embués de larmes, j'ai répondu à ma fille en lui disant qu'elle aurait dû poursuivre ses études. Chaque jour, Cathy se levait tôt pour se rendre au travail, et dès son retour le soir, elle venait me réveiller avec douceur, m'incitant à quitter le lit pour prendre l'air. Elle me lançait avec une détermination affectueuse. « Maman, arrête de rester alitée. Comment veux-tu guérir si tu demeures immobile comme ça? Il faut que tu sortes un peu. Tu sais, pendant que tu te trouves dans cet état, papa, lui,
a refait sa vie et il est heureux avec sa nouvelle femme. Tu dois penser à toi aussi, maman. Papa n'est pas le dernier homme sur terre. Tu peux refaire ta vie avec quelqu'un de mieux. Et pour que ces hommes te voient et t'aiment, tu dois d'abord apprendre à t'aimer toi-même. » Malgré les paroles empreintes d'amour de ma fille, je n'avais ni la force ni l'envie de me lever. À l'usine, ma fille s'était liée d'amitié avec ses collègues plus âgés et même son chef, Lionel, avait développé une affection particulière pour elle. Tous s'interrogeaient sur sa décision de travailler à un si jeune âge au lieu de poursuivre ses études pour obtenir un meilleur emploi. Elle leur expliqua que ce n'était pas l'envie d'étudier qui lui manquait, mais plutôt qu'elle n'avait pas d'autre choix, car il n'y avait personne d'autre pour s'occuper de moi, et elle devait m'aider jusqu'à ce que je me rétablisse. Puis, elle retournerait à ses études. Elle partagea avec eux notre vie, notre situation, et tous ressentaient de la compassion pour nous. Lionel, son chef, fut particulièrement touché par notre histoire et décida de confier des paroles réconfortantes à ma fille dans l'espoir qu'elle puisse les transmettre pour m'aider. De retour à la maison, Cathy m'a poussé à sortir pour une promenade avec elle. Pendant notre balade, elle a partagé ces mots précieux. « Maman, tu sais, j'ai un chef au travail, il s'appelle Lionel. Je lui ai un peu raconté ta situation et il m'a dit de ne pas perdre espoir, que la vie était précieuse. Il m'a expliqué que notre vie est comme un vêtement, que si ce vêtement est sale, il suffit de le laver pour qu'il redevienne propre. Il m'a dit que même si une porte s'était fermée, il y en avait toujours une autre ouverte, mais il fallait ouvrir les yeux pour la voir. Il nous a encouragés à voir la vie comme une série de portes qui s'ouvrent devant nous. Alors maman, s'il te plaît, ne reste pas comme ça et essaie d'ouvrir tes yeux. » Ces paroles m'ont fait réfléchir et je me suis interrogée sur cet homme, Lionel, qui avait offert de tels conseils. Au fil des jours, Lionel prenait souvent des nouvelles de mon état auprès de Cathy. Elle lui confiait que ma situation restait inchangée. Il lui répondit alors que je devais être quelqu'un qui portait un amour profond pour les personnes qui me sont chères, expliquant que c'était pourquoi il m'était si difficile de surmonter cette épreuve. Il manifesta son admiration pour les personnes comme moi, celles qui donnent leur cœur sans réserve quand elles aiment, car elles sont incapables de trahir. Le soir, en rentrant à la maison, Cathy me faisait part des paroles de Lionel, créant ainsi un lien entre lui et moi. Chaque soir, elle me transmettait les mots réconfortants de Lionel, et chaque matin, elle lui faisait part de ce que j'avais à cœur de dire. Elle jouait le rôle d'une intermédiaire bienveillante entre nous. Peu à peu, je commençais à ressentir un apaisement, et mon état s'améliorait progressivement. Après quelques mois, ma fille m'a annoncé qu'elle avait trouvé un appartement grâce à ses économies, et nous avons emménagé dans ce nouveau lieu. C'est alors qu'elle m'a dit « Maman, cet appartement représente un nouveau départ pour nous. Je veux que tu me promettes de te lever chaque jour, de prendre soin de toi et de sortir au moins une fois par jour pour une petite promenade. » J'ai alors promis à ma fille de suivre ses conseils. Chaque jour, seule dans notre appartement, je me suis remise en question en pensant à tous les efforts qu'elle avait consentis pour moi, à l'amour qu'elle me portait. J'étais sa mère et pour elle, pour l'amour de ma fille, je ne pouvais plus me laisser aller. J'ai commencé à prendre soin de moi, à me coiffer, à m'habiller et à sortir pour des balades. J'ai commencé à voir la beauté de la vie, à ressentir les parfums qui m'entouraient, et j'ai envisagé qu'il y avait peut-être une autre porte ouverte quelque part pour moi. J'ai redécouvert la splendeur de la vie qui m'entourait. Un jour, Lionel a demandé à Cathy si elle pouvait m'emmener avec elle pour dîner avec lui, car il avait le désir de faire ma connaissance. Ce soir-là, après le travail, Cathy est rentrée à la maison et elle m'a dit qu'elle avait remarqué à quel point je semblais rayonner aujourd'hui. Elle m'a proposé de sortir dîner ensemble et je me suis laissée emmener dans un restaurant. Je pensais que nous serions seuls, mais lorsque Cathy m'a fait m'asseoir à une table où un homme était déjà présent, elle m'a présenté Lionel, son chef au travail. J'avais initialement imaginé qu'il était plus âgé, mais il avait l'air encore jeune, presque du même âge que mon ex-mari. Il dégageait un charme certain, et avec un sourire chaleureux, il s'est levé pour me saluer. Il m'a alors exprimé combien ma fille était vraiment extraordinaire, et à quel point elle était appréciée au travail. Il m'a décrit comment sa jeunesse et sa joie de vivre parvenaient à éclairer leurs journées souvent difficiles. Il a aussi partagé avec moi qu'il était divorcé et qu'il vivait seul. Pendant que nous partagions notre repas, j'ai remarqué que Lionel
avait commandé un plat supplémentaire pour moi, même si j'avais déjà passé ma commande. Intriguée, je lui ai demandé pourquoi il avait fait cela. Sa réponse m'a laissé perplexe. Ce plat est tout simplement délicieux. Vous devez absolument le goûter. Essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez. J'ai donc goûté le plat et il avait raison, c'était délicieux. Lionel m'a alors regardé et a partagé une leçon profonde. Je vais vous dire quelque chose. Que ce soit une peine de cœur ou toute autre forme de souffrance, c'est comme ces plats. Si vous ne mangez que ce que vous connaissez déjà, vous ne découvrirez jamais de nouvelles saveurs et vous ignorerez qu'il existe quelque chose de meilleur. Tant que vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. C'est pareil pour votre douleur. Vous souffrez car vous pensez que rien ne peut remplacer ce que vous avez perdu, mais vous vous trompez. Quand quelqu'un se sépare de vous, c'est comme s'il se trouvait dans une autre voiture, roulant vers une autre destination. Vous devez vous aussi trouver votre destination. C'est pourquoi il est essentiel de découvrir de nouvelles saveurs pour oublier les goûts du passé. Depuis ce dîner, Lionel a commencé à m'appeler chaque soir pour discuter. Lentement, je suis tombée amoureuse de lui, et il m'a également avoué ses sentiments réciproques. Ma fille était aux anges, car c'était elle qui avait tout fait pour que nous nous rapprochions. Elle m'a alors confié avec enthousiasme. « Maman, si tu l'aimes vraiment, sors avec lui. C'est quelqu'un de formidable, et j'ai envie qu'il devienne mon père. Je suis sûre qu'avec lui, tu retrouveras le bonheur. Et alors, je pourrai reprendre sereinement mes études. » Je lui ai répondu, les larmes aux yeux. « Cathy, je suis tellement heureuse. Je croyais qu'il n'y avait plus personne pour m'aimer après ton père, mais tu as trouvé quelqu'un de bien mieux pour moi. J'ai enfin retrouvé le goût de vivre. C'est exactement comme le disait Lionel. À force de manger le même plat, je n'avais plus de référence. Lionel, lui, est comme un nouveau plat, et ce plat est vraiment délicieux. Je te remercie du fond du cœur, ma fille, car c'est grâce à toi que j'ai pu guérir. Ne t'inquiète plus pour moi et retourne à tes études. Je vais retourner travailler. » Quelques mois plus tard, Lionel et moi avons scellé notre amour par le mariage et nous avons emménagé ensemble. J'ai réussi à retrouver un emploi, tandis que Cathy a pu reprendre ses études à l'université. J'étais encore en âge d'avoir des enfants et rapidement, j'ai donné naissance à 3 autres enfants avec Lionel. Mon rêve de former une famille de 4 enfants était devenu réalité, emplie de joie et de bonheur. Aujourd'hui, ma vie aux côtés de Lionel et de mes enfants est un véritable bonheur, une preuve que la vie peut réserver des surprises merveilleuses, même dans les moments les plus sombres. Lionel avait raison. Quand une porte se ferme, il y en a toujours une autre qui s'ouvre. Pour toutes les personnes traversant actuellement des situations similaires, je vous encourage à garder espoir, car chacun de nous a un destin prédestiné par Dieu, et le meilleur reste à venir. Je suis infiniment reconnaissante envers ma fille Cathy, qui a été ma véritable sauveuse, l'étoile qui m'a guidée de l'obscurité vers la lumière. Chaque jour, je lui répète ces mots magiques, mais aujourd'hui, je veux les partager avec le monde entier. Cathy, ma fille, je t'aime du plus profond de mon cœur. Ses actions et son amour inconditionnel m'ont montré que l'amour et la persévérance peuvent triompher de l'adversité. Elle est la preuve vivante que même dans les moments les plus difficiles, la famille et l'amour peuvent nous guider vers un avenir radieux.